Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'été du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Ils sont en première ligne face aux urgences du quotidien. Les assistants de régulation médicale disposent désormais d'un centre de formation en Gironde. La première promotion fera sa rentrée dans quelques semaines pour répondre aux besoins en la matière, comme nous l'expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. La chaîne TVR, elle nous fera découvrir un métier méconnu mais néanmoins spectaculaire, celui de cordiste. Une profession où il est déconseillé bien sûr d'avoir le vertige, vous le verrez. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction du Mans pour faire la connaissance d'Harry, un champion d'échecs âgé de 8 ans. Une jeunesse qui ne l'empêche pas d'être ambitieux, vous le verrez dans ce journal tout à l'heure. Ils sont un premier contact essentiel en cas d'urgence. Les assistants de régulation médicale sont bien plus qu'une voix au téléphone, ce sont de vrais professionnels de santé. À partir du 1er septembre prochain, le CHU de Bordeaux formera 25 de ces professionnels dans son nouveau centre de formation en Gironde. Un renfort bienvenu et une professionnalisation nécessaire du métier. Les précisions de Dominique Parmentier pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Le SAMU Centre 15, bonjour. Donc c'est un mal-être psychologique, hein, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont une soixantaine, assistés de médecins urgentistes et libéraux, à répondre aux quelques 2000 appels reçus chaque jour sur la plateforme du Centre 15. Les assistants médicaux de régulation sont littéralement en première ligne. C'est le premier agent que vous allez appeler lorsque vous appelez le 15. Il va détecter une urgence vitale. Et éventuellement en parallèle s'il y a des gestes à accomplir de secourisme, et il va être amené à dispatcher l'appel soit sur le médecin urgentiste ou un médecin régulateur généraliste. Alors monsieur, je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur du SAMU, restez en ligne. Un rôle clé donc qui demande de vraies compétences, y compris médicales. Aujourd'hui, la plupart des assistants médicaux de régulation de la plateforme ont été formés sur le tas, en interne. Demain, ils seront formés dans le nouveau centre ouvert par le CHU à Pessac. Il accueillera dès la rentrée de septembre 25 élèves, comblant ainsi des besoins accrus. Le ministère estime qu'il y a un besoin chiffré entre 2 et 3 000 assistants de régulation médicale sur le territoire national. Donc les besoins, on les vit de manière prégnante au CHU de Bordeaux, mais le centre de formation est destiné aussi à former des agents qui pourront postuler sur d'autres SAMU Centre 15. La première promotion sera opérationnelle dès l'été 2024. Pour les intéressés comme pour les médecins régulateurs, cette formation professionnalisante est à la fois une reconnaissance et une nécessité. Ça peut être initial pour certains qui vont commencer ce cursus, et je pense que ça va être indispensable aussi pour la formation des ARM existantes pour perfectionner un petit peu leur travail. Ce diplôme, je pense que c'est légitime de faire le poste en tant que tel, mais surtout voilà, ce résultat avec ce diplôme, la fierté de dire qu'on on est diplômé, bien sûr. Une formation et un métier amenés à se développer compte tenu de ce qu'on appelle pudiquement la réorganisation du système de santé et des urgences en particulier. Comment réduire son empreinte environnementale au volant tout en consommant moins d'essence? Vous êtes sûrement nombreux à vouloir résoudre cette équation à l'heure des vacances d'été. La réponse se trouve peut-être dans l'éco-conduite, une solution doublement gagnante. Moins de pollution et de l'essence économisée. Un deal presque parfait auquel ont été formés des chauffeurs de poids lourds martiniquais. Un sujet de Loïc Régis pour Via TV Martinique sur place. Voilà, là maintenant tu peux déjà relâcher le pied de l'accélérateur. On va utiliser l'énergie cinétique du véhicule pour aller jusque là-bas. C'est totalement gratuit. Gratuit et économique car le camion avancera sans utiliser l'accélérateur et donc du carburant. Une façon de conduire dite éco-responsable. Christophe est assis côté passager pour enseigner sa méthode. Il va falloir surtout travailler sur le regard, l'anticipation, porter ses yeux le plus loin possible, essayer de prévoir les choses pour pouvoir adapter son allure, utiliser l'énergie cinétique du véhicule. On est sur un poids lourd, donc qui dit poids lourd dit justement beaucoup de poids, et cela va permettre de baisser indéniablement la consommation de carburant très rapidement. À la clé, une baisse d'utilisation de carburant de 7% selon le formateur. Un avantage aux yeux de Dylan. Conducteur depuis une quinzaine d'années, il souhaite réduire tous les coûts possibles dans la pratique de son activité. On s'y habitue assez vite, niveau consommation, usure des pièces aussi. Et je conduis pour moi, je conduis aussi pour les autres. Une formation de 60 heures adaptée à nos reliefs.
Elle est à l'initiative d'une entreprise du Lamentin. Un moment important pour sensibiliser largement à la conduite de ce type d'engin. Deuxième volet fondamental de cette semaine d'apprentissage, la sécurité. Plusieurs démonstrations ont été présentées au public, notamment avec des contrôles. L'état général du véhicule permet de limiter le danger sur la route. L'accidentalité poids lourd, elle est faible. Mais il faut retenir que globalement, l'accidentalité poids lourd est spectaculaire. Quand il y a un accident de poids lourd, ce n'est pas l'usager de poids lourd qui décède, mais dans 90% des cas, c'est celui qui est de l'autre côté. Donc ça montre toute l'importance qu'il y a à veiller au respect des réglementations applicables. En Martinique, il y a près de 900 entreprises de transport routier enregistrées. 2 tiers sont dédiés aux marchandises, le reste aux voyageurs. Voilà, sans transition dans ce journal, découvrons à présent un métier spectaculaire, celui de technicien cordiste. Ils sont plusieurs milliers en France à exercer cette profession, où la peur du vide est évidemment interdite. En Bretagne, ces équilibristes du quotidien nettoient tous les ans les remparts de Fougères. Un reportage de la rédaction de TVR, regardez. Travailler en étant suspendu au bout de 2 cordes à 14 mètres de hauteur, voilà les conditions de travail des cordistes qui s'attaquent ce mois-ci à l'entretien des remparts de Fougères, plus précisément entre le château fort et le jardin public. Vu du dessus ou du plancher des vaches, l'activité semble toujours aussi acrobatique. Ouais, bah après c'est une habitude aussi, quoi. Du coup, ça se fait tout seul. Pas de vertige? Pas de vertige, non. Non, on est comme dans un siège, on est bien attaché. Quand on est suspendu au bout des cordes, on est libre. Et du coup, on peut travailler tranquillement. C'est un peu physique, on utilise nos bras, donc les cuisses surtout. Mais par contre, quand on travaille, non, honnêtement, on est en confort. À la manœuvre, une fois par an, c'est la société de Saint-Aubin-du-Cormier, PH+, qui a pour mission de nettoyer les remparts de ces végétaux. Ça se fait à la main et sans produits chimiques. Le fait d'enlever ces végétaux-là, ça permet en fait de réduire la poussée des végétaux sur tout ce qui est joint des remparts et voire même un époussement en fait de pierre qui nous amènerait en fait à un éboulement de pierre. En France, il existe plus de 600 entreprises de travaux sur corde. Elles font travailler quelques 15 000 salariés. Eux travaillent les pieds sur terre et sont un peu les anges gardiens de vos balades en forêt. Les rando-pisteurs nettoient et entretiennent les chemins empruntés par les randonneurs. Objectif, tout faire pour assurer la sécurité des nombreux promeneurs cet été, comme l'a constaté Justine Barrault pour la rédaction de Via Occitanie. Regardez. Dans la forêt de l'Escandorgue, les rando-pisteurs de l'Hérault s'activent pour préparer la saison. Après l'hiver et les grands vents du printemps, l'heure est au nettoyage des sentiers de randonnée. La première des choses, c'est la sécurité des usagers. Dans un premier temps, déjà par un balisage régulier et voyant. Et ensuite, par les mises en sécurité, donc du débroussaillage pour que l'itinéraire reste bien voyant et agréable aussi à faire. Et après, essayer de gérer et d'anticiper tous les problèmes qu'on peut rencontrer par de la chute de branches ou de la chute d'arbres. Dans l'Hérault, ils sont 27 à exercer ce métier d'entretien des itinéraires de randonnée, pédestres, cyclistes ou même équestres. Ce service départemental dédié est une spécificité d'un territoire riche de 1000 km de chemins balisés. Un large parcours à entretenir pour lequel les usagers n'hésitent pas à alerter les rando-pisteurs. On a des usagers qui utilisent une application qui s'appelle Suricat où on fait remonter les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, un arbre tombé par exemple, et ils nous préviennent, même si on a des patrouilles qui sont faites régulièrement par les agents, ça nous fait un retour. Stéphane et son équipe sont de vrais passionnés, incollables sur la forêt dont ils prennent le plus grand soin, au point d'agir pour la biodiversité. On a eu la problématique de grosses attaques de pyrales de buis, et on s'est dit que si peut-être on favorisait quelque part un petit peu de nidification de certains oiseaux qui sont des gros prédateurs des chenilles, de la pyrale. On s'est dit que peut-être nous, à notre petit niveau, on arriverait à faire quelque chose. Ils ont alors installé plusieurs nichoirs à mésanges ainsi que des abris pour les chauves-souris. Ces petites maisons de bois ont aujourd'hui toutes trouvé leur locataire. Voilà, et qui dit balade ou randonnée en forêt, dit aussi camping. À ce propos, connaissez-vous les tentes du fabricant Cabanon ?
En plus de 60 ans d'existence, elles sont devenues de véritables références dans leur domaine. L'entreprise installée à Dunkerque est la dernière fabricante de tentes 100% françaises. Un savoir-faire précieux qui a su, vous allez le voir, traverser les époques et s'adapter aux attentes de ses clients. Reportage au cœur de l'usine Cabanon de Frédéric Loy et de Myriam Nahamani pour ASTV, la télévision locale de Grande-Synthe. C'est une manufacture qui date de 1959. D'abord implantée à Bailleul, avant de déménager ici en zone industrielle de Petite-Sainte en 2005, Cabanon est le dernier fabricant de tentes 100% made in France. Pierre Cyrulus dirige cette entreprise depuis qu'il a racheté la presque totalité des parts en 2013. Cabanon embauche aujourd'hui un peu plus de 50 salariés. Bon, on est dans un produit plutôt haut de gamme. Donc on s'adresse aux campeurs avertis ou aux professionnels. On a des produits qui sont respirants, qui s'intègrent dans le paysage. Vous voyez que les toiles sont en général beige, gris. Et ce sont des produits qui durent dans le temps. Des tentes qui durent, conçues et cousues à la main, des modèles sans cesse renouvelés, mais aussi des caravanes pliantes, des dortoirs, des tipis, des tunnels et autres. 4500 tentes sortent de ces ateliers chaque année et 70% de la production est exportée. Le camping a le vent en poupe, mais il a surtout beaucoup évolué. Cabanon, lui, a su s'adapter en innovant avec de nouvelles tentes, répondant aux besoins des particuliers et de l'hôtellerie de plein air. Depuis 64 ans, Cabanon perpétue ce savoir-faire qu'elle transmet de génération en génération. Avec les départs à la retraite ou les jeunes mamans couturières qui partent en congé maternité ou prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants, Cabanon cherche toujours à recruter des couturières. L'entreprise veut essayer de mettre des personnes à la couture qui n'ont jamais cousu, avec l'idée de créer un centre de formation. Ils sont à nos côtés au quotidien. Nos meilleurs amis à quatre pattes sont parfois également des compagnons indispensables à nos vacances. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de faire du tourisme avec son chien. En Moselle, Thionville est la deuxième commune à être labellisée Tout Tourisme. Un kit de bienvenue permet ainsi aux maîtres et aux maîtresses de connaître les adresses favorables à l'accueil de leurs partenaires. Une idée qui a du chien, comme a pu le constater Jonathan Vaucher pour Moselle TV. Visiter la France en compagnie de son chien n'est pas toujours facile. Alors depuis quelques jours, l'Office de tourisme de Thionville propose des kits d'accueil pour les animaux et leurs maîtres de passage dans la ville. Django et Gizmo, on a des petites choses pour vous. Aujourd'hui, une quarantaine de villes font partie de ce label Tout Tourisme. En effet, en France, plus de 6 voyageurs sur 10 emmènent leurs animaux de compagnie en vacances. Une initiative qui séduit autant les résidents que les touristes. Je fréquente le centre-ville de Thionville très régulièrement. J'ai déjà réfléchi où est-ce que je peux m'arrêter pour que le chien y puisse boire. Dans le pack distribué aux visiteurs, des friandises, un sac de propreté ou encore un guide des hôtels et restaurants qui accueillent nos amis à quatre pattes. Je pense que c'est nos compagnons au quotidien, ils nous donnent et ils nous apportent beaucoup. C'est une façon d'accueillir les gens et de leur montrer quelque part que les animaux, nos amis les animaux sont bienvenus également dans les établissements. Créé dans la ville de Troyes en 2017, le label Tout Tourisme permet d'offrir aux chiens tout le confort que peuvent avoir les humains, avec plusieurs partenaires qui n'hésitent pas à jouer le jeu. On a déjà créé des partenariats au sein du centre-ville, pour favoriser l'accueil des chiens au centre-ville, avec notamment l'hôtel du parc et le restaurant Les Moulins Bleus. C'est un petit biscuit donné à la fin du repas aux maîtres qui viennent avec leurs chiens. En Moselle, après Metz en 2022, Thionville est la deuxième ville à proposer cette idée, qui a du chien. Voilà, et cet été, avec ou sans votre animal de compagnie, vous profiterez sûrement de vos vacances pour visiter des musées et autres espaces culturels de nos territoires. En Corse, Guy Savelli est un passionné d'histoire qui expose sa passion à l'intérieur même de sa maison. Dans son musée personnel et privé, c'est l'histoire de l'île de Beauté qui est dévoilée aux visiteurs. Affiches d'époque, lettres manuscrites ou encore instruments de musique. Écoutez ce collectionneur au micro de Lucas David et de Paul Claret pour la rédaction de Télépaésé. Ces appareils, on les trouvait dans les cafés, dans les bars autrefois, et les gens pouvaient danser, mais en mettant des pièces. Vous voyez, c'était une jukebox. J'ai des pièces romaines, j'ai des pièces en argent d'avant Jésus-Christ. Vous allez les voir en vitrine. J'ai des documents, j'ai des parchemins du Moyen-Âge. J'ai des livres des incunables. Les incunables qui sont des ouvrages vraiment, voilà,
qui remontent à l'imprimerie. Hein. J'ai des livres manuscrits. J'ai toute une série d'ouvrages sur l'histoire de la Corse, dont la première histoire de la Corse, qui est l'histoire de Filippini, qui a été imprimée en 1594. Alors, les collections, chez moi, je le dis chaque fois, c'est une espèce de pathologie. Vous voyez, c'est une maladie qui est bonne, qui est saine. Hein, voilà. Je collectionne, je suis collectionneur. Et mon plaisir, encore une fois, c'est de montrer mes collections. Voilà, lui aussi est une œuvre qui s'expose. Le Cœur de Troie fête en ce mois de juillet son 10e anniversaire. Une date évidemment symbolique pour cette sculpture qui a su trouver sa place dans les rues de la ville et le cœur des habitants. Un succès qui a contribué aussi à la notoriété de ses créateurs. Christian Vieira pour Canal 32. 10 ans après son implantation, le Cœur de Troie est devenu un lieu incontournable pour immortaliser un souvenir. Cette sculpture en inox imaginée par ce couple d'artistes au bois et réalisée par la PME Sotral-Inox est désormais photographiée quotidiennement. Le cœur, voilà, on a une famille unie et puis on s'aime. Un cœur, c'est ce qui nous fait vivre. En fait, en même temps aussi, c'est le lien entre deux quartiers, le quartier de l'Hôtel de Ville et le quartier de la Cathédrale, qui ont toujours grandi différemment dans la ville, en fait. C'est pas forcément uniquement notre cœur qui a créé ce lien, c'est aussi tout cet aménagement du canal. En 2013, ces artistes présentent 4 projets pour incarner l'union entre le corps et la tête du bouchon. La ville de Troyes choisit le symbole universel du cœur. Après un an de préparation, la sculpture de 2 tonnes est installée début juillet sur les quais. On s'en est rendu compte assez tôt quand même que le cœur ne nous appartenait plus. Les gens se sont appropriés, c'était vraiment une belle histoire. Ce qui se passe derrière moi, c'est quelque chose qui m'épate à chaque fois que je passe. C'est hyper touchant. On a réussi ce pari de créer une œuvre qui parle au plus grand nombre. Pour la plasticienne et le sculpteur, il s'agit de la première pièce pérenne réalisée ensemble. Selon eux, la notoriété de l'œuvre a contribué à l'obtention d'autres commandes publiques. Je pense que ça a eu des répercussions parce qu'on nous a fait confiance sur le fait de pouvoir réaliser une grande pièce, aussi sur le fait de faire une pièce qui soit faite pour un lieu. Il n'est pas là par hasard, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il est transparent, il ne coupe pas la perspective du canal. Il y a vraiment tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte et qui font qu'il y a un ressenti que cette pièce, elle est bien là, cet endroit. Allez, en cette pleine période du Tour de France, intéressons-nous à présent dans ce journal à un projet associatif réalisé à vélo. Relier Grenoble à Nice en passant par le Mont Ventoux, c'est l'objectif de Dynamigo. Un raid de 1000 km porté par 2 sportifs engagés pour changer les regards sur le handicap. Une belle initiative que nous raconte Jade Lanier pour Télé Grenoble. Hop, c'est parti. C'est l'histoire d'une amitié entre 2 sportives engagées dans le secteur du handicap. Sandrine, devenue paraplégique à 33 ans suite à une chute d'escalade, et Ingrid, enseignante en activité physique adaptée. Ensemble, elles créent en 2022 l'association Dynamigo. L'objectif, réaliser un raid handi-valide à vélo de 1000 km entre Grenoble et Nice en passant par le Mont Ventoux. Il y a déjà eu des raids handi-valides, mais ce binôme dans le tandem reste quand même assez inédit avec des personnes de choix. Donc on va avoir un enfant en situation de handicap, quel que soit son handicap, qu'il soit visible ou invisible, avec tout un casting autour du choix de cet enfant, qui sera accompagné par un sportif, un athlète, une personnalité. Donc l'idée, c'est aussi de sensibiliser déjà la personne qui va être dans le tandem et qui va accompagner l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même inédit. Durant ce raid, l'association Dynamigo sensibilisera les écoles au regard porté sur le handicap. Une expédition sportive de 15 étapes en autonomie, composée d'environ 50 à 80 km par jour. Le tandem, pour nous, c'est quand même tout un symbole, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et voilà, ça va nous permettre d'amener aussi les enfants, quel que soit le handicap. Et en prenant un tandem qui se conduit avec les bras, et ben en fait, quel que soit le handicap, voilà, les enfants pourront, même si l'enfant n'arrive pas vraiment à pédaler, ben, il pourra nous accompagner, il pourra être là. Et puis c'est un travail d'équipe, un tandem. Sandrine et Ingrid traverseront les Alpes françaises du 16 au 30 septembre prochain. Pour financer ce raid handi-valide d'un budget de 25 000 €, une cagnotte a été mise en ligne sur Hello Asso.
Voilà un beau projet sportif qui nous conduit désormais à la découverte de jeunes champions français. La première s'appelle Ninon. Elle est déjà à moins de 18 ans l'une des espoirs de la natation tricolore. Pour atteindre les sommets, pas de repos pour Ninon qui s'entraîne chez elle à Limoges pendant les vacances. Benjamin Delmas pour cette à Limoges l'a rencontrée au bord du bassin, bien sûr. Pour certains, les vacances, c'est farniente. À la piscine de Saint-Léonard, pour Ninon da Silva, les vacances, ça ressemble à ça. Vice-championne de France du 200 mètres d'eau en 2022, la jeune Limougeaute fait partie du pôle espoir de Font-Romeu. Pendant les vacances, elle s'entraîne avec ses camarades du Noblat Aquatic Club. Aujourd'hui, je suis à l'entraînement, donc avec mon club, donc Saint-Léonard de Noblat, et je viens m'entraîner avec eux que quand je suis de retour sur Limoges, sinon je m'entraîne au pôle de Font-Romeu. À l'entraînement aujourd'hui, c'est du groupe compétition et on a la présence de Ninon, notre nageuse qui est au pôle fédéral à Font-Romeu. Voilà, c'est 2 semaines de vacances en Occitanie et elle fait une semaine chez nous. Et elle est vice-championne de France sur 50 dos. Ça fait 2 ans qu'elle est chez nous et elle représente, on peut dire, la vitrine pour les jeunes de l'école de natation. Quand on demande à la jeune fille ce qui la pousse à nager, il ne faut pas s'attendre à une dissertation poétique sur le plaisir de la glisse en milieu aquatique. Ninon n'est motivée que par une seule chose. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est la compétition. C'est pour ça que je nage. Parce qu'on me dirait que la natation, sans compétition, j'arrêterais la natation. Ça serait que de moi. J'aime pas forcément aller dans l'eau. C'est plus le fait de savoir qu'il y a une échéance à la fin, une compétition, me confronter aux gens. T'as envie de les doubler, de les dépasser? Ah, toujours. Toujours l'esprit de compétition qui est en creux de la tête, toujours. De nombreuses échéances s'annoncent pour la nageuse, de quoi mettre à l'épreuve son esprit de compétition. Il y a les élites à Rennes, où là j'espère juste faire mes meilleurs temps et pourquoi pas faire une finale B. Mais là où j'entends le plus de choses, c'est aux Open d'été qui ont lieu à Poitiers. J'aimerais refaire des médailles si c'est possible. C'est jouable ? On peut jamais prévoir à l'avance, mais on croise les doigts, on va dire. Il est 19h30, toujours dans l'eau, l'exigence du sport de haut niveau. Ninon da Silva poursuit son entraînement, des médailles en ligne de mire et une implacable volonté pour les atteindre. Et de la volonté, il en faut aussi beaucoup pour être un jeune champion d'échecs. À 8 ans, Harry est devenu au printemps dernier champion de France dans sa catégorie. Une récompense et une réussite qui lui permettent déjà de voir plus loin et d'intégrer l'équipe de France. Anthony Piton l'a suivi à l'entraînement dans son club du Mans. Un sujet pour LMTV Sarthe, regardez. Marchera-t-il un jour sur les traces des meilleurs joueurs d'échecs français ? Ce qui est sûr, c'est qu'Harry a tout pour y arriver. À 8 ans, le joueur de l'échiquier Club Le Mans est champion de France dans sa catégorie d'âge. Un titre qu'il a remporté en avril dernier avec 9 victoires en autant de parties. La 7e, c'était la plus dure. J'ai gagné contre un fort joueur et qui avait fini 2e l'an dernier. 8e, j'ai donné ma dame, mais après je me suis rattrapée. Et la 9e, j'ai gagné en finale avec un pion de plus. Parcours sans faute pour Harry qui joue aux échecs depuis 2 ans. Et le jeune talent ne manque pas d'ambition. J'ai envie de gagner, j'ai envie d'augmenter mes points, j'ai envie d'être champion du monde à un moment, champion du monde dans tout le monde. Et du coup, je donne tout pour être champion du monde. La tactique, je suis très très fort. Moi, je l'analyse en fonction de la position, des matériels. Si c'est égal matériel, j'analyse la position. Mais bon, je suis pas le roi des analyses non plus. Roi prend F6, dame prend D1 et tour prend. Une fierté pour tout le club. Harry est le 3e champion de France de l'ECLM. Il joue très très agressif, il connaît beaucoup de choses dans les débuts et ça fait beaucoup de différence en fait. Et voilà, et il y a aussi des fins de partie où il m'a étonné, notamment cette partie où il joue contre le favori. Il a vraiment géré une fin de partie qui était difficile, comme un adulte en fait. Il a vraiment bien réfléchi, il a pris les bonnes options. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort en fait. Et Harry devrait continuer à progresser avec son coach, mais aussi au sein du groupe élite français. La fédération française en fait lui a proposé un programme d'entraînement avec l'équipe de France, donc avec des entraîneurs de haut niveau, avec des stages, avec des entraînements sur internet, avec un planning d'exercices qu'il devra faire. Donc ça va se rajouter aux cours qu'il avait déjà avec le CLM. Prochaine échéance, dans le sillage du jeune prodige,
le championnat d'Europe U8 du 14 au 15 septembre en Roumanie. Voilà, et on souhaite évidemment beaucoup de réussite à Harry dans sa quête de trophées. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires et on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.